potentiel, de ce qu'elles aimaient. Ah, il y a un petit souci. De ce qu'elles aimaient. Et je trouvais qu'on n'était pas très bien armés, qu'on ne savait pas parler des gens. Voilà. Après, je suis devenue coach et du coup, je me suis lancée dans des recherches pour trouver des moyens d'aider mes clients à mieux manager finalement leur capital humain. Et puis la bonne nouvelle, c'est quand on cherche, on trouve. Donc après avoir testé moult outils, une personne m'a mise en relation avec Margot et dès qu'on a parlé du T5 en lien avec le processus de création de valeur, pour moi ça a fait tilt. Voilà, ça répondait à mon besoin et je voulais un outil qui soit référentiel, qui soit partageable, compréhensible, et c'était le cas. Alors, quand j'ai passé mon T5, moi aussi, j'étais bluffée parce que je me suis dit, mais oui, c'est moi. Et ce qui est rigolo, c'est que si on me l'avait demandé avant, on ne s'est pas trop expliqué quel est notre talent. Maintenant, dès qu'on passe ce test, finalement, ça met des mots sur des sensations. Et donc, ça, c'est très intéressant. Et ça m'a permis aussi, en revisitant ma carrière, de voir qu'effectivement, j'avais des talents depuis longtemps, puisque je me suis souvenue qu'au collège, hein, vous voyez, ça commence très très tôt, j'avais organisé un jeu du feedback avec mes copines, et finalement, quand j'ai rétro-pédalé, je me suis dit, mais c'est carrément vrai, ça fait longtemps que je fais ça, et ça tombe bien, j'en ai fait mon métier. Donc voilà ma rencontre avec le T5, avec Margot, avec ma pen match. Donc une histoire intéressante qui correspondait à un besoin. Merci Nadine. Alors bon, l'objectif de cette masterclass, c'est pas de se focaliser sur ma pen match, mais vraiment de faire ton retour d'expérience. Néanmoins, juste quelques mots parce que je vois qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas ma pen match et qui sont dans ce webinaire. Ma pen match est née de cette conviction qu'il était possible d'aligner les enjeux d'engagement, les moteurs d'énergie, de plaisir, de recherche de sens de chacun des collaborateurs avec les enjeux stratégiques de l'entreprise. Comme je l'avais dit dans une interview au Capital, le sens, c'est dans les deux sens. L'entreprise a sa recherche de sens aussi qui doit embarquer la recherche de sens des collaborateurs. Et c'est du coup, c'est une nouvelle façon de coopérer et de créer de la valeur dans l'entreprise avec notre marque de fabrique hein, qui est là, qui est cette personnalité du faire et les talents du plaisir de faire, parce que ce sont des moteurs d'énergie qui, quand ils sont mis en action, et chacun d'entre nous en a, sont à la fois moteurs d'énergie, de plaisir et de performance. Et donc, ma pen match, c'est en fait l'intégration de ce questionnaire pour aller révéler ces talents d'énergie de chacun et pour donner à des DRH et des managers une nouvelle façon d'aller chercher la performance collective, l'accompagnement individuel, l'engagement, le recrutement, la mobilité dans les entreprises et justement de réinventer cette coopération. Alors, voilà comment ça se présente. C'est à gauche, vous avez le résultat de ce questionnaire de 20 minutes. Vous avez les pastilles de couleurs qui sont vraiment les moteurs d'énergie et d'engagement de chacun, ce que chacun a développé, qui sont notés les C5. Et puis, il y a aussi ce qui nous coûte de l'énergie. On n'est pas dans la compétence ou l'incompétence, on est vraiment dans le plaisir, dans l'énergie, dans ces talents que chacun apporte. Et comme je dis toujours, la performance, elle vient de la complémentarité. Pourquoi un décideur, ma peine ne dira pas qu'il prend la bonne ou la mauvaise décision. On pourra penser que la décision sera bonne quand ce décideur s'accompagnera de celui qui analyse. Donc, ce profil est intégré dans une vision d'équipe et quand, par un module, on peut caractériser quels sont les enjeux, quelle est la raison d'être, quels sont les objectifs de cette équipe à l'instant T et donc, du coup, de voir d'un seul comment ce que l'équipe fera ou pas spontanément et au contraire, ce qu'il va falloir que le management fasse et soit attentif pour que l'équipe adresse ses enjeux parce qu'il y a des choses qu'elle ne fera pas spontanément. Et puis, vous avez au niveau de l'organisation, en fait, la consolidation de tous ces profils et on a l'ADN de l'entreprise, on a la culture de l'entreprise, la culture de l'organisation.
Par exemple, cette entreprise, on voit que c'est une entreprise qui n'est pas forcément à l'aise dans tout ce qui est anticipation, qui n'est pas dans le retour d'expérience, qui est peut-être difficile à transformer parce qu'on a beaucoup de talents, dans ces talents qui pérennisent, qui finalisent, qui optimisent. Voilà, donc l'analyse de cet ADN, de cet actif, de ce capital humain permet à des DRH, permet à des responsables de transformation d'être de mieux analysés et donc de mieux orienter leur conduite du changement ou leur accompagnement des managers pour leur permettre d'adresser leurs enjeux. Voilà, les quelques mots sur ma peine match. Et maintenant, Nadine, c'est à toi que je laisse la parole. Quand on avait préparé cette masterclass ensemble, en fait, d'une façon assez concertée, il y avait trois aspects qui nous semblaient importants à faire apparaître. C'est d'abord cet aspect humain. Pourquoi? Parce que toute transformation est avant tout humaine. Et ça, c'est un sujet vraiment chapeau au départ. Et justement, quel est le rôle du HR dans ce contexte? Et on va parler du HRBP dans ce contexte. Et puis après, rentrer dans le pratico-pratique du quotidien, de ton retour d'expérience. Voilà, alors peut-être que Juliette, tu peux, alors que nous allons aborder ce premier chapitre, toute transformation est humaine, tu peux nous lancer ce premier sondage qui est que par rapport à ceux qui sont là, vous avez sûrement vécu l'une de ces transformations et si oui, est-ce que vous en avez gardé, voilà, quel goût en avez-vous gardé? Et pendant que Nadine nous présente ce sujet, je vous laisse répondre à ce sondage. Voilà, donc vous me stopperez quand on aura les résultats. Je vais commencer sur ce sujet, effectivement. Toute transformation est humaine. Je vais d'abord vous parler des enjeux de la transformation. Les entreprises, de toute façon, sont confrontées à des transformations, je dirais, radicales pour certaines aujourd'hui. Radicales parce que l'environnement bouge énormément et on voit que les entreprises sont obligées de se transformer de manière plus ou moins profonde, plus ou moins rapide, même si ces derniers temps, je crois que ça a été, voire même à l'arraché, si on peut le dire comme ça. Mais aujourd'hui, effectivement, que ce soit pour des nouveaux enjeux du marché et de la concurrence, avec cette arrivée des nouveaux acteurs agiles sur le marché, que ce soit parce qu'on va mettre en place des nouveaux modes de fonctionnement managériaux, on veut installer de nouveaux repères culturels, des nouvelles technologies, on parle de digitalisation partout, et puis on a toujours nos traditionnels, j'allais presque dire, fusion, acquisition, restructuration, etc., des évolutions de marque. Et face à toutes ces transformations-là, il y a aussi des choses de fond qu'il faut prendre en considération. Il y a des mutations sociologiques sur le plan humain. On voit un besoin renforcé de sens et de lien social, alors particulièrement ces dernières années, mais ça reste toujours vrai. L'humain est un animal social qui a besoin de liens. Si ça, on ne le comprend pas, c'est ennuyeux parce que c'est fondamental. Et puis en même temps, cet humain que nous sommes, il aspire à une réalisation de soi. Ben oui, on a envie de se réaliser. Et puis, on a aussi dans tout ça ces fameuses révolutions technologiques qui font que le monde s'accélère, l'automatisation s'accélère, et puis on assiste à une reconfiguration régulière du contenu du travail. On a bien sûr les évolutions démographiques, où aujourd'hui on allonge la durée du travail, les gens doivent garder la motivation un peu plus longtemps, et en même temps l'entreprise est confrontée à des pénuries croissantes de profils qualifiés. Et je terminerai, parce qu'on pourra en faire une liste encore plus importante, je terminerai par ces ruptures sociétales qu'on a aujourd'hui avec la conscience croissante des enjeux environnementaux, notamment climatiques, et puis des crises qu'on ne peut pas prévoir, comme celle de la COVID. Bon, bien sûr, vous allez me dire, tout ça n'est pas nouveau.
Par contre, la crise que nous vivons aujourd'hui a imposé aux entreprises de s'adapter dans l'urgence. Ça, c'est une certitude. Et puis, il y a toujours du bien dans quelque chose de pas bon. Ça a permis aussi de faire des changements qui jusqu'alors apparaissaient impossibles. C'est le cas du télétravail. Ce n'était pas possible avant et c'est devenu possible. Bon, voilà. Donc, dans toutes ces transformations, si vous voulez, qui sont des transformations complexes, ce qu'on peut voir dans les différentes sources et retours d'expérience, c'est on a un taux d'échec extrêmement important dans ces transformations complexes. Un taux d'échec extrêmement important, et ça vient de quoi? D'un élément, c'est le facteur humain. Le facteur humain, parce qu'on ne l'a pas pris en considération, parce qu'on ne l'a pas accompagné. Et pourquoi on dit qu'une transformation est humaine? Ça paraît assez évident. Derrière chaque action, il y a une personne. Donc, si cette personne-là, elle ne sait pas faire, elle n'a pas envie de faire, elle n'a pas compris ce qu'elle devait faire, elle n'est pas embarquée dans la transformation, eh bien, on va certainement avoir des manques. Alors, pourquoi s'intéresser aux échecs de ces transformations? Parce qu'elles ont des conséquences pour l'entreprise, pour son avenir, et puis à chaque fois, c'est des conséquences sur l'humain. On peut noter que sur 30% des cas d'échec de ces transformations complexes, en fait, on n'a pas réalisé les ambitions. C'était donner des ambitions et puis on n'y est pas. Alors ça a une conséquence bien sûr sur l'entreprise, mais ça a des conséquences sur l'humain. Parce que l'humain, fondamentalement, il aime bien du résultat, il aime bien réussir. Et du coup, on baisse sa motivation et ça rend difficile le travail des managers qui perdent en crédibilité parce qu'on a mobilisé tout le monde sur une transformation, puis finalement, c'est un échec. Dans 20% des échecs, on a les objectifs formels de transformation qui sont réussis, tout le monde est content. Par contre, c'était au détriment des objectifs de développement et de cohésion. Je ne citerai pas de nom d'entreprise sur ce sujet-là, ce n'est pas l'objet, mais on a vu quelquefois des transformations qui ont causé des départs massifs, du turnover chronique, de l'instabilité de la ligne managériale, un climat social épouvantable, sans compter qu'il y en a qui se rendent malades, voire pire. Donc, ce n'est pas bon. Et puis, dans 50% des cas, les objectifs sont atteints, mais finalement en surface. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend compte que les lacunes, les faiblesses vont revenir progressivement au premier plan. Et puis, finalement, les gens vont dire quoi? Tout ce bazar pour si peu. Donc voilà, s'il y a une bonne raison de s'intéresser au succès des transformations, c'est parce que l'entreprise va avoir un impact fort, mais ça va forcément aussi générer beaucoup d'impact sur votre population. Donc, j'ai envie de dire sur ce premier volet, c'est que la transformation ne se décrète pas, elle se pense, elle s'organise, voire même elle se digitalise aujourd'hui. On digitalise les transformations, mais surtout, il faut savoir l'accompagner dans la durée et la faire vivre. Je rajouterai 2 points de vigilance qu'on retrouve dans pas mal d'entreprises aujourd'hui, c'est la multiplicité des projets de transformation qui sont gérés en parallèle, sans toujours la cohérence qui va bien et sans apprécier la charge induite. Donc, beaucoup de priorisations sont nécessaires pour éviter ce genre de choses. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut absolument arrêter, c'est les transformations, j'allais dire un peu gadget. J'ai rien contre la mode, les méthodes, les nouvelles méthodes, mais si on y va complètement. Il n'y a rien de tel que de lancer une dynamique avec les équipes et puis que finalement, derrière, ce soit un feu de paille. Expérience, Margot l'a dit, moi j'ai été DRH, j'ai mené pas mal de réorganisation, de transformation culturelle, etc. On retrouve des ingrédients finalement qui contribuent à réussir une transformation. Alors, ils ne sont pas nouveaux, mais ils sont importants. Ce qui est important, c'est toujours avoir une vision forte, qui soit comprise et partagée, pas simplement diffusée. Travailler la compréhension des visions. Où est-ce qu'on veut aller? Dis-moi où tu veux aller, je te dirai si j'ai envie d'aller avec toi. C'est un peu ce que nous disent les collaborateurs. C'est important que les collaborateurs voient un véritable engagement des principaux acteurs, des leaders, c'est fondamental.
Il faut une clarté délivrable à quoi on va voir qu'on y est et avoir effectivement des livrables de manière régulière. On ne va pas attendre la fin pour compter les points. C'est important qu'on puisse aussi, dans toutes ces transformations, avoir une clarté délivrable séquencée dans le temps. Bien sûr, de la communication, des explications, de la participation, de l'écoute. Et puis, dès qu'il y a un problème, il faut le résoudre de manière rapide. On attend beaucoup de nos collaborateurs. Ils attendent aussi qu'on puisse régler rapidement les difficultés. Bien sûr, vous allez me dire, il faut aussi un fort investissement en formation, en accompagnement du changement. Ça, c'est évident. Je crois aussi qu'il ne faut pas sous-estimer le fait d'ajouter des ressources pour accompagner la transformation en management de transition ou autre. Mais en tout cas, ne pas sous-estimer la charge. Et puis, il faut aller aussi dans l'opérationnalité des choses. C'est important qu'il y ait des informations claires sur les modalités opérationnelles du projet. On doit apporter à ces projets de transformation la même rigueur qu'on apporte dans le développement de produits. D'ailleurs, l'un de mes clients a, depuis 3 ans maintenant, a mis en place la fonction de PMO pour suivre tous ces programmes de transformation. Parce que finalement, il y en a toujours beaucoup dans l'entreprise, mais comment on s'assure de la cohérence, comment on a une vision globale, donc c'est extrêmement important. Alors, je ne sais pas ce que vous avez répondu au questionnaire, moi, des transformations. Je te coupe un moment, Nadine. Oui. D'abord parce que quand on a fait tous nos tests avant de lancer le webinaire, on a eu Valérie qui s'est connectée et qui ne s'est pas déconnectée, donc on n'a pas pu lancer le sondage. Et Juliette vous invite à aller sur le Google Form qui est dans le chat de discussion pour remplir ce sondage. Et puis, effectivement, comme tu le disais, et ça résonne particulièrement par rapport à ce que nous, on a vécu, c'est qu'on avait un dirigeant qui nous disait, voilà, nous, on est en transformation régulière, permanente, certaines plus profondes que d'autres. Plus elles sont profondes, plus on se fait accompagner pour réfléchir là où on va, machin, etc., en actionnant des super conseils et tout. Mais une fois qu'on sait là où on veut aller, après, derrière, c'est je t'envoie la patate chaude et tu te débrouilles pour pas dire autrement. Oui, c'est ce qu'on peut effectivement trouver. Et là, c'est très, très mauvais parce qu'on sait que la transformation, elle a peu de chances de réussir. Voilà, et tout l'enjeu, comme tu l'as indiqué, c'est justement après derrière, que ce soit de façon accompagnée, que ce soit dans l'interne de l'entreprise, c'est d'être dans cette conduite du changement. La transformation, c'est la vision et le chemin à parcourir pour y aller avec des acteurs clés dans ce parcours à réaliser. Et voilà, et le RH prend sa dimension. Alors peut-être qu'avant de passer sur le chapitre du HRBP, juste une parenthèse, tu as employé le terme de PMO. Je ne suis pas sûre que tout le monde le connaisse parce que c'est un terme qui vient un peu de l'agilité, du digital. Je te laisse peut-être l'expliciter. Le PMO, c'est le Project Manager Officer. Hein, donc, ce qui est important, c'est que lui, il va suivre l'ensemble. C'est comme du programme management, mais si vous voulez, on va l'appliquer effectivement sur les changements, enfin l'organisation. Et donc, je crois que c'est une très bonne pratique dans les entreprises d'avoir des PMO aux bons endroits, au niveau d'un COMEX, au niveau des comités de direction, sur des business units, pour que toujours avoir une vision globale de tous les programmes en transformation, les programmes de transformation, les programmes qui ont lieu dans l'organisation, parce qu'il faut pouvoir piloter tous ces programmes, peut-être ralentir un, accélérer l'autre, peut-être mettre des ressources, peut-être remettre des priorités. Et donc, ça, c'est, j'allais dire, presque impératif. Oui, et c'est vraiment un rôle, et dans sa définition, c'est vraiment un rôle dans l'agilité. J'ai vu que François Prudhomme, qui est spécialisé dans l'agile, était là autour de ce webinaire. Il voit ce rôle-là dans la transformation digitale, mais c'est au-delà, c'est dans toute transformation. Oui. Est-ce que ça te va si on passe effectivement à ce deuxième sujet qui est le sujet du HR Business Partner? Et là aussi, encore une fois, peut-être que
Alors, je l'ai dévoilé, mais je voulais te laisser dévoiler cet acronyme de HRBP. Je vais le dévoiler. Voilà, et voilà, je parle souvent plus vite que je ne pense, et, mais je te laisse du coup l'expliciter de façon plus approfondie. Ouais. Alors, bon, le HRBP, alors, je vais vous parler du HRBP, c'est promis, mais je ne saurais pas vous parler du HRBP sans le relier à la mission de la fonction ressources humaines. Je crois que ce HRBP travaillera d'autant mieux, et je reviendrai sur son acronyme, travaillera d'autant mieux qu'il est dans une organisation où la fonction ressources humaines est très claire sur sa mission. Alors, je ne sais pas si tout le monde va être d'accord avec moi, il est probable que non, mais après toutes ces années, je crois que s'il y a bien une mission qui est dévouée, effectivement, qui est dédiée, hein, qui est attendue par la fonction ressources humaines, c'est d'être le garant du lien dans l'organisation. Et pour travailler fréquemment avec les départements, finances, commerciales et autres, je les fais toujours travailler sur leurs responsabilités, leur mission. D'ailleurs, l'outil Map and Match le permet. Je pense que, vous savez, c'est comme un arbre. L'arbre, pour qu'il puisse pousser, qu'il puisse aller vers la lumière, c'est important qu'il ait les racines qui soient bien ancrées dans le sol. Ben, pour moi, la mission, c'est presque ça. C'est-à-dire, finalement, de quoi nous sommes responsables, c'est quoi notre raison d'être. Et j'ai vu beaucoup de dégâts quand on se trompe de mission. J'ai vu des départements disparaître parce qu'à un moment donné, finalement, ils faisaient des choses qui étaient faites par d'autres et ils n'apportaient pas la valeur ajoutée sur leur domaine de prédilection. Donc, pour moi, je l'assume, je crois que la fonction ressources humaines, c'est le garant de la qualité du lien dans l'organisation, le lien entre une direction, ses collaborateurs, entre les collaborateurs entre eux, entre les équipes entre elles, entre les équipes et les systèmes. Bref, vraiment ce lien qui fait que ça fonctionne plus ou moins bien, c'est plus ou moins fluide dans l'organisation. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui le fait, mais elle doit créer les conditions, en tout cas pour que ça se passe correctement. Ceci étant posé, je vais venir sur l'acronyme du HRBP. Hein, c'est un acronyme, c'est un anglicisme. Et quand on dit HRBP, c'est le Human Resources Business Partner. Quand on utilise cet anglicisme, on a à l'idée un responsable RH qui est flexible et qui prend des décisions stratégiques pour l'entreprise tout en prenant en compte le capital humain et je dirais même en valorisant le capital humain. Voilà, le HRBP, c'est vraiment ce business partner qu'on attend et qui doit pouvoir être ce lien entre finalement les besoins, l'humain, ce capital humain et les besoins de l'entreprise. Je lisais dernièrement que plus de 80%, 85% des DRH estiment que la fonction RH et le métier de DRH doivent davantage être orientés HR Business Partner. Bon, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a tellement de contraintes de part et d'autre et d'interconnexions. Et puis, je crois qu'on ne peut pas tellement faire autrement maintenant si on veut faire la différence. Les directions générales souhaitent de plus en plus que les DRH se recentrent sur des activités aussi à forte valeur ajoutée pour le développement de l'entreprise. Et puis, j'allais dire, aujourd'hui, est-il encore besoin de faire la preuve que le capital humain devient de plus en plus un enjeu stratégique pour l'entreprise? J'espère que non. Et beaucoup d'entreprises le comprennent, mais ce que j'ai pu constater, c'est qu'on ne sait pas faire. Et c'est pour ça qu'on va faire des choses qu'on sait bien faire, un programme, une gestion, un produit, etc. Mais dès qu'il s'agit de l'humain, on n'est pas bien équipé. Et j'y reviendrai tout à l'heure au travers de l'exemple du partage d'expérience que je vous ferai. Il y a des solutions, il y a des choses qui existent. On peut bien s'occuper du capital humain. Alors, qu'est-ce qu'on attend de cette fonction de HRBP ? Tu voulais lancer le sondage? Oui, alors, le sondage, il est là. Pendant que tu parles, alors toujours avec le Google Form qui est dans le chat et que Juliette nous a mis, on vous laisse justement répondre à cette question qui est, voilà, est-ce que votre organisation reconnaît
Le HRVP, déjà dans son rôle, est comme un acteur stratégique et de façon assez simple, c'est oui, non ou pas assez souvent. Voilà, à toi, vas-y Nadine, pendant que le Google Form se remplit, et puis après Juliette nous donnera les réponses. D'accord. Alors, ce HRBP, cette fonction de HRBP, je crois qu'il y a en préalable le fait que c'est une fonction qui doit travailler ses ancrages, 2 niveaux d'ancrage. Un ancrage dans la stratégie de l'entreprise, parce que la stratégie RH va découler de cette stratégie d'entreprise. Il va falloir la construire et la déployer. Donc ça, c'est extrêmement important. Premier ancrage vraiment dans la stratégie de l'entreprise. Et deuxième ancrage aussi dans le quotidien des collaborateurs, parce que c'est bien leur réalité qu'il s'agit de transformer. Quoi qu'on fasse, on va transformer tous ces grands projets de transformation, ils vont toucher l'humain. Donc, ça, ce sont 2 ancrages extrêmement importants pour le HRBP. Maintenant, si je me réfère, pour faire un petit peu le lien avec les talents, les 20 talents de Map and Match, si je me réfère à ces talents, voilà, je vais essayer de vous décrire la fonction avec ces talents. Moi, je crois que on doit avoir effectivement dans cette fonction un talent de stratège. Alors, je n'ai pas dit tout seul, hein, on peut l'avoir avec d'autres, mais en tout cas, on doit retrouver à un moment donné ce côté stratège. Stratège, c'est voilà, avoir cette vision de où est-ce qu'on va emmener l'entreprise, où est-ce qu'on doit aller avec l'humain, comment est-ce qu'on va s'y prendre. Et puis, stratège du vivant. Comment est-ce qu'on fait bouger les équipes? Comment est-ce qu'on peut les amener à faire des choses, etc. Donc, ce côté stratège me semble extrêmement important. Après, je crois aussi qu'il faut savoir écouter les parties prenantes. C'est ce qu'on retrouve dans le Map and Match avec le médiateur. C'est cette capacité à écouter les parties prenantes. Eh bien, il y a des tendances sociologiques, il y a les attentes de l'entreprise, il y a les attentes et les besoins des collaborateurs. Donc, ce côté médiateur qui va favoriser la cohésion, le win-win dans l'entreprise. Et puis, il faut faire bouger les gens. Parce qu'à un moment donné, on peut écouter tout le monde, mais il faut savoir faire bouger. Et savoir faire bouger, hein, c'est ce coach. Je crois que c'est une compétence qu'il faut aussi avoir en interne. On peut driver des coachs externes, mais c'est bien de l'avoir en interne, de savoir comment est-ce qu'on peut amener les gens à bouger. Et puis, ce HRBP va manager des projets. Il va manager des projets de transformation. Et là, c'est très important. Vous savez que le temps avec l'humain est un temps plus lent que ce qui peut se passer dans toutes les transformations dans l'environnement. Donc, il est nécessaire d'avoir beaucoup d'anticipation et puis aussi cette capacité à porter un regard nouveau sur l'existant et le transformer. Donc, finalement, quand on a une transformation, alors bien sûr, le connecteur, hein, je ne l'ai pas reprécisé, mais je l'avais dit effectivement dans le fait qu'il soit garant du lien, bien sûr, ce connecteur qui fluidifie l'organisation avec cette qualité du lien, cette circulation de l'information. Quand on fait une transformation, je crois que le HRBP a besoin vraiment de connaître son actif humain. Et autrement que par le nombre d'hommes ou de femmes, la pyramide des âges, ce genre de choses et toutes les qualifications. Quand je parle de connaître son actif humain, c'est fondamentalement qu'est-ce qu'aime faire cet actif humain, comment il fonctionne, comment il va aborder les sujets. Et ça, c'est extrêmement important pour pouvoir établir un plan de route, l'affiner, pour identifier les freins, ça c'est extrêmement important, et puis pour aussi trouver des leviers de transformation. Et puis notre HRBP, il ne va pas faire tout seul. Il a besoin de développer des stratégies d'alliance dans l'organisation avec d'autres connecteurs, des facilitateurs pour pouvoir réussir. Ensuite, dans toutes ces transformations, le HRBP donc, va concevoir cette feuille de route pour mettre en mouvement et en apprentissage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès lors qu'on fait une transformation, il y a forcément quelque chose à apprendre, il y a forcément quelque chose de nouveau à faire. Et donc, ça, c'est extrêmement important de pouvoir le mapper, de pouvoir en avoir une feuille de route.
Et puis, bien entendu, il faut pouvoir accompagner le changement, mais du haut jusqu'en bas. Ce que je vois parfois dans les organisations, c'est qu'on a fait un boulot énorme au niveau d'un COMEX, des CODIR, voire de la première ligne managériale. Et puis derrière, ça met du temps, c'est trop lent. Si on veut pouvoir réussir des transformations, il faut que les choses se mettent en mouvement aussi avec du rythme et il ne faut pas qu'il y ait des décalages énormes entre le travail qui a été fait par un COMEX à un moment donné et la dernière personne de l'organisation parce qu'il y a un décalage de date, il y a un décalage de compréhension et les choses ont évolué entre deux. Donc, la rapidité de déploiement est extrêmement importante. Donc voilà ce que je dirais à ce stade-là, Margot. Est-ce que tu as eu des réponses Alors oui, on a effectivement des réponses. Moi, je voulais juste rajouter par rapport à ce que tu viens de dire que dans cette rapidité, il y a cette courroie de transmission qui est managériale. C'est vraiment aussi ces managers de proximité qui sont un des leviers, un des acteurs dans ces transformations. Et le HRBP, comme tu dis, il intervient du haut sur l'organisation jusqu'à l'équipe et au sein de l'équipe, l'accompagnement de ce manager qui va lui aussi embarquer et engager ses collaborateurs. Donc, c'est toute une organisation qui se met en route. Alors, effectivement, on a la réponse au sondage, c'est 50-50. C'est-à-dire, oui, il est reconnu, non, il n'est pas forcément reconnu, c'est vraiment divisé en deux. Et par rapport au premier sondage, c'est pareil, c'est 50-50, c'est soit un goût amer, ça nous a laissé un goût amer, soit ça a été un non-événement. Donc, merci d'avoir répondu. Désolée, parce qu'à force de faire des essais, on a même… c'est les imprévus du direct. Voilà, on prend toutes les précautions et on se retrouve comme ça. Mais je pense qu'il est temps de passer à cette partie qui est vraiment intéressante, c'est de ton retour d'expérience sur le terrain. Et donc, je te laisse en parler. Voilà, et puis après, on passera aux questions. Très bien. Alors, mon expérience terrain, je vais prendre l'expérience concrète. On a besoin de concret. Comme dirait Margot, à un moment donné, il faut du concret. Donc, on va mettre du concret. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise que j'accompagne depuis plusieurs années, donc dans la durée. Je vous parle du groupe Amersport, mais vous n'allez peut-être pas connaître Amersport. Par contre, si je vous parle de Salomon, je pense que vous allez tout de suite situer cette entreprise qui est spécialisée dans l'industrie du sport. Vous avez peut-être chaussé des skis Salomon, réalisé un trail avec des chaussures Salomon, porté leur fameux sac hydratation, etc., etc. Donc, c'est une entreprise qui est bien connue en France. Et je remercie donc Anne Grosvalet qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc, c'est la DRH de l'entreprise, de m'avoir autorisé à parler de cette expérience que nous vivons ensemble depuis plusieurs années. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est une entreprise référente dans l'industrie du sport et elle a cet ADN qu'on a pu d'ailleurs confirmer avec le Map and Match, d'être une entreprise qui aime relever des défis, mais en s'appuyant sur l'humain. Ça fait partie de son ADN. Son enjeu, c'est de continuer à se transformer parce que c'est une entreprise qui était grande dans la cour, j'allais dire, des petits et qui a pour ambition d'avoir un bon positionnement dans la cour des plus grands. Donc, ça veut dire plus de volume, plus d'innovation. Et puis, en même temps, cette entreprise-là, elle connaît, comme d'autres, des changements. Par exemple, ils ont maintenant des actionnaires chinois. Donc, ça veut dire qu'ils sont obligés de s'acculturer aussi. Donc voilà, des transformations, ils en ont à l'appel. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette entreprise, c'est finalement, je voudrais vous parler de 3 points, parce qu'on ne va pas faire la liste de tout. Ce qui est intéressant finalement, et on continue, c'est de mener des chantiers structurants qui s'inscrivent dans la durée
et en même temps de répondre à l'imprévisible qu'on a pu vivre avec le Covid. Donc, je vais vous parler de 3 points qui montrent que cette entreprise développe sa capacité à se transformer en s'occupant de la bonne manière du levier humain. Alors, ça a commencé il y a quelques années. L'entreprise qui n'avait pas fait d'organisation ou à quelques réorganisations les années d'avant a été confrontée à un besoin de faire évoluer son organisation. Alors, l'expérience passée montrait que c'était souvent un peu traumatique et douloureux parce que les managers avaient beaucoup réfléchi ensemble, ont balancé l'information et puis on n'avait pas forcément pris en considération l'humain dans toutes ses dimensions. Donc, premier élément structurant avec Salomon, on a mis en place un accompagnement des réorganisations dans leurs différentes phases. C'est-à-dire qu'on a travaillé effectivement d'abord en amont sur les réflexions stratégiques, c'est-à-dire le pourquoi du changement. Alors là, il faut bétonner le pourquoi du changement, le comment. Il faut savoir impliquer les acteurs concernés, beaucoup de communication, une communication claire en respectant les instances représentatives du personnel, les collaborateurs. Il faut on a appris à anticiper les impacts et à mettre en place des plans d'action avant même d'annoncer les réorganisations. Et ça, c'est vraiment très structurant parce qu'une entreprise aujourd'hui doit s'adapter très souvent. Elle doit revoir son organisation très souvent. Et quand le changement organisationnel est traumatisant, eh bien, ça devient de plus en plus difficile. Les gens ont du mal à monter à bord. Donc, ça, c'est un premier levier qui a permis de faire changer la capacité des leaders et des managers à conduire des réorganisations. Et puis qui a permis aux personnes aussi de se rendre compte que, ok, ça ne me plaît peut-être pas cette réorg, mais au moins je m'y retrouve. Le sens, ok, on explique pourquoi. Quand il y a un changement pour moi, je suis informée au bon moment. En plus, on vient m'aider parce que moi, je ne sais peut-être pas faire cette transformation. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise ? Moi, je n'interviens plus que ponctuellement sur ce genre de transformation organisationnelle parce que les leaders ont acquis des réflexes. Depuis quelques années, il y a eu pas mal de transformations et je dirais que ça se passe correctement. Quand je dis correctement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile, ça veut dire que, humainement parlant, on prend le temps d'expliquer le sens, de dire comment ça va se passer et d'accompagner. Donc ça, c'est un premier point qui me semble extrêmement important. C'est un bon levier pour faire évoluer aussi une culture d'entreprise, de savoir-faire correctement des réorganisations. Ensuite, il se trouve que, comme l'a dit Margot, je me suis formée au T5 en 2018 et ce client, toujours Salomon, à qui j'ai pris quelques leaders, je leur ai fait tester le T5 en leur disant « Waouh, je crois que là, on tient un truc qui va aider à mettre en mouvement votre organisation de manière positive et je crois qu'on peut faire quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous voulez toujours aller vite, vous aimez relever des défis, mais là, on peut vraiment faire quelque chose de solide avec vos collaborateurs. » Ils ont très rapidement compris l'intérêt parce qu'ils se sont retrouvés aussi avec leur talent. Ils ont très vite vu l'intérêt des choses. Et du coup, dans cette entreprise, on a développé vraiment tout un processus d'accompagnement de l'organisation, du COMEX jusqu'au plus bas. Les personnes du prototype sont passées aussi dans ce dispositif. Et à chaque strate de l'organisation, on a chacune des personnes qui a son T5. Elle a un débriefing qui est fait pour lui expliquer son talent. Derrière, on prépare un temps avec le manager pour qu'il puisse comprendre ce qu'il va faire avec cet outil, avec les résultats. On travaille avec l'équipe ensuite et le leader pour valider ensemble, présenter les profils des uns et des autres, favoriser la coopération à l'intérieur de l'équipe, mais aussi à l'extérieur.
on identifie effectivement toujours cette raison d'être, la responsabilité du département, et on développe des plans d'action. Aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique de changement de managérial, de changement aussi de comportement de la part des personnes qui finalement sont plus proactifs et essaient de comprendre aussi quand ça ne marche pas au niveau de la coopération ce qu'ils peuvent faire. Donc, je dirais que toute l'organisation s'est mise en mouvement. Et puis, troisième volant qui est intéressant aussi, c'est que là, on a des trames de fond. On travaille sur les réorgs, comment on les fait bien, etc. Deuxième trame de fond, comment est-ce qu'on travaille avec les équipes pour travailler la coopération, l'amélioration continue et vraiment reconnecter chacun à son talent. Troisième élément, il y a une crise qui est le Covid. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il faut pouvoir être agile et répondre aux besoins. Et là, avec la DRH de Salomon, on a mis des nouveaux dispositifs en place avec des webinaires qui permettaient d'aider les managers à redynamiser les équipes au retour du confinement en s'appuyant sur un retour d'expérience pour capitaliser les apprentissages qui étaient réalisés. Et puis, on a mis aussi en place des coaching days. Les gens, les collaborateurs s'inscrivent et ont entre 1 à 3 heures de coaching à la demande. Voilà, avec l'idée de dire, n'attendons pas que les gens aillent mal. S'ils ont des choses qui ne vont pas, il faut qu'ils puissent trouver un endroit où ils puissent aller en parler, qu'on les aide à le résoudre. On a passé 80 personnes cette année. Donc, ce que je suis en train de vous dire, de cette expérience de Salomon, c'est que je crois que c'est en permanence qu'il faut créer les conditions humaines de la transformation. Pourquoi j'aime bien le travail qu'on fait avec Salomon, c'est que finalement, il y a tout un tas de transformations, mais on travaille le capital humain, on essaie de donner plus de confiance, plus de développement, de responsabilité, d'autonomie. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais il ne faut pas simplement le faire quand on lance un grand changement. Voilà. Moi, la lesson learned, j'allais dire, c'est que on doit travailler avec son capital humain de manière permanente, lui donner les moyens de se développer, lui permettre de mieux appréhender les changements qui sont à faire. Quand on fait des transformations, on change tous les outils, on veut changer l'humain en même temps, on fait tout en même temps, c'est plus compliqué parce que ça fait trop de pertes de repères en même temps. Donc voilà, moi j'ai envie de dire que la transformation humaine, elle se fait en permanence parce qu'elle permettra de faire d'autres transformations de manière plus facile. La fonction RH, importante dans toutes ces transformations, c'est la garante de la qualité du lien dans l'organisation. Le HRBP, vous l'avez compris, c'est un acteur clé qui doit intégrer différentes dimensions et qui joue effectivement un rôle clé. Donc, voilà ce que j'ai un peu envie de vous dire sur cette expérience. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a des choses très concrètes qui peuvent être faites pour travailler l'élément humain et ne faisons pas tout en même temps. Voilà, si vous pouviez retenir quelque chose, ce serait ça. Et donc, travaillez votre capital humain de manière permanente pour qu'il puisse finalement accepter plus facilement toutes les transformations qu'on veut faire par ailleurs. Merci beaucoup Nadine. Alors voilà, je vous laisse poser quelques questions dans le chat si vous en vient. Moi j'en avais une qui me venait là un peu de l'expérience Salomon. Quel a été l'accueil des collaborateurs face aux différentes actions qui ont été menées par l'HR, impulsée par toi, par vous tous qui avez travaillé sur cette transformation depuis un certain temps, et au-delà même de ce que ça a pu être Map and Match, la perception de Map and Match par les collaborateurs dans ce contexte de changement, et on sait que tout changement est quand même crée une forme de peur. Oui, alors ce qui est important quand on met en place toutes ces actions-là, c'est d'avoir du retour d'expérience. Alors ça, c'est quelque chose qui n'était pas habituel chez Salomon, et s'ils m'entendent, eh bien, ils savent que je les pousse là-dessus. Je crois qu'il faut vraiment travailler le retour d'expérience. Par exemple, quand on a mis, je ne suis pas allée en détail, mais quand on a mis en place toute cette démarche avec le T5, avant de décider
d'une extension. On a travaillé, on a d'ailleurs travaillé aussi avec Margot sur ce sujet-là, de pouvoir avoir des questionnaires auprès des managers, d'avoir aussi leurs besoins, de savoir si cette démarche-là les aidait bien. On a demandé aussi aux collaborateurs, on a eu des résultats extrêmement positifs et c'est pourquoi, à un moment donné, il a été décidé par la DRH que finalement cette démarche-là était étendue à l'ensemble de l'organisation comme permettant de travailler tous les aspects collectifs, même si on sait qu'on fait bien d'autres choses que cela. Mais à chaque fois, vous voyez, je vous parlais des coaching days, c'est pareil, on met quelque chose en place, quel est le retour d'expérience? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment est-ce qu'on peut améliorer? Et donc, on se met comme ça dans une dynamique où finalement, on améliore les choses petit à petit, ensemble et avec le concours effectivement des collaborateurs. Nadine, merci beaucoup. Alors, voilà, je voulais aussi partager un autre retour d'expérience que vous voyez peut-être à l'écran, qui est très récent, qui était au dernier award organisé par Deloitte qui s'appelle le Digital HR Awards, où il y avait plusieurs catégories. Cette catégorie ambition, qui était justement le fait d'accompagner des projets de transformation accompagnés par des HR, dont l'impact a été beaucoup plus loin que la transformation de la fonction HR. Et nous sommes très heureux d'avoir voilà, d'avoir vu le projet mené par Comdata, qui est notre client et qui a présenté son projet 2021 sur comment accompagner la transformation du groupe qui, dans un cadre de nouveaux plans stratégiques, nouveaux enjeux stratégiques liés à l'arrivée d'un nouveau dirigeant, a déployé Map and Match et s'est appuyé sur un programme Map and Match pour embarquer individuellement et collectivement tous les collaborateurs et les équipes à être acteurs dans ces transformations. Voilà, bah, écoute, je pense qu'on est arrivé effectivement à la fin du temps qu'on s'était imparti. Nadine, encore 1000 fois merci. Comme je le disais en début, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. C'est un sujet que l'on adresse même souvent toutes les deux, soit parce que tu me sollicites en réflexion sur Salomon, soit parce que, voilà, comme Data, tu as participé, largement contribué effectivement à ce succès. Et oui, on est dans le plaisir de faire, on est dans l'accompagnement individuel, mais au service de toute une organisation. Et c'est ce sujet-là qu'on adresse dans ces transformations. Voilà, bah, écoute, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis, à très vite.